Merci de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre en ces moments. Madame, Monsieur, bienvenue dans votre émission que vous affectionnez bien dans vos maisons. L'émission Autour du plan. Comme vous le savez, l'actualité est si abondante. Tout d'abord, controverse autour du projet de loi Minaku et Sakata. Ces sujets font couler beaucoup d'encre et salive. Il y a des tiraillements de part et d'autre à tel point. On ne sait pas quel sens c'est voué. Est-ce que cette mesure a sa raison d'être? Tentative de réponse dans cette émission Autour du plan. Et puis nous allons nous pencher sur la condamnation de Vitali Kamere, ancien directeur de cabinet du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les détournements de deniers publics, tant de questionnements, tant d'épilogues en cours de route. Nous allons y remédier, parler de cela, allais-je dire, et pourquoi pas aussi faire un petit clé d'œil à ce qui concerne le 22e anniversaire du franc congolais. Et quelles sont des perspectives d'avenir? Vous aurez des réponses dans cette émission avec le docteur, un grand acteur politique congolais, Noël Tchani, candidat présidentiel à l'élection de 2018, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir à Télé Plus. Je voudrais vous féliciter pour ce que je vois. Une nouvelle télévision que je viens de découvrir, mais vraiment moderne. Et je dirais même que c'est une télévision pratiquement meilleure que Télé 50. Félicitations pour le travail accompli. Merci. Là, c'est les docteurs Noël Tchani. D'entrée du jeu, d'abord en ce qui concerne ces actes de barbarie qui viennent de se passer, se dérouler à la résidence de Jean-Marie Kassamba concernant la controverse autour du projet de loi et puis le militant de l'UDPS et c'est son prix, Jean-Marie Kassamba. À vous, en tant qu'analyste politique, est-ce que ces actes de barbarie ont leur raison d'être ou comment ils ont manqué ou raté des cibles ou concrètement comment? Je venais de voir tout à l'heure la vidéo qui montre les attaques organisées par certains compatriotes sur la résidence donc, de Jean-Marie Kassamba. D'abord, je ne comprends pas pourquoi il a été ciblé, étant donné qu'il n'est pas parlementaire. Les projets de loi qui sont aujourd'hui contestés par la population se passent au niveau du Parlement. Et Jean-Marie Kassamba n'est pas parlementaire, donc je ne sais pas comment ils sont arrivés donc, à ce point-là. Mais je voudrais dire que nous sommes dans une société démocratique et nous voulons que nous soyons un état de droit fonctionnel. Pour que cela puisse fonctionner normalement, nous devons connaître les droits que nous avons, mais également les limites dans l'exercice de ces droits. Quelle que soit la justification, je crois que la violence ne se justifie pas. Les attaques sur les biens privés, sur les résidences privées, ça ne se justifie pas. Donc je voudrais condamner avec la dernière énergie cette attaque sur la résidence de Jean-Marie Kassamba. Ils se sont trompés des cibles, en quelque sorte. Je demande, ils se sont trompés des cibles et j'estime que de toutes les façons, je n'approuve pas l'usage de la force. J'ai envoyé un tweet ce matin pour demander à la présidente de l'Assemblée nationale, mais également au président du Sénat, de reconsidérer sérieusement ces projets de loi-là. Parce qu'une loi n'est bonne que lorsque la population pour laquelle la loi a été ou sera adoptée accepte la loi. Okay. Mais si, dès le départ, la population congolaise estime qu'on n'est pas d'accord avec les projets de loi proposés par M. Minaku et M. Sakata, il faut qu'on comprenne pourquoi les gens sont opposés à cela. Dans mon analyse personnelle, dans mes contacts avec des juristes, des avocats, des magistrats, j'ai compris que ces projets de loi auront comme effet de réduire l'indépendance de la magistrature, mais également l'indépendance de la justice. Et dans une société qui se veut démocratique, qui se veut un état de droit, la réduction de l'indépendance de la justice, elle est contraire à notre constitution. Parce que la constitution donc stipule qu'il y a séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Arriver à essayer de réduire l'indépendance de la justice pour mettre cela sous la coupole ou sous le contrôle en quelque sorte du ministre de la justice, qui est membre de l'exécutif, je crois que c'est contraire à notre constitution. Donc, utilisons des arguments techniques
pour arriver à faire comprendre à l'autre camp que ces propositions de loi ne sont pas opportunes. Nous avons d'autres priorités aujourd'hui. Les priorités, c'est quoi? C'est le combat contre le coronavirus. La priorité, c'est quoi? C'est trouver à manger pour nos populations, pour que les gens puissent vivre mieux pendant cette période donc extrêmement difficile. N'ajoutons pas au problème. Et pour cela, je demande sincèrement à Mme Mabunda et à M. Alexis Thambwe Mwamba de retirer ces projets de loi et de ne pas pousser à la provocation de la population. Parce que si ça continue, on risque d'avoir donc des cas de mort. Et si on a des cas de mort, j'ai peur que nous puissions inviter inconsciemment la communauté internationale et particulièrement la Cour pénale internationale à venir s'immiscer dans les affaires intérieures de la RDC et ceux qui seront responsables donc de ces massacres ou de ces morts qui pourraient résulter de cette confrontation entre la population et les parlementaires. On va les trimballer tout droit donc à la haie. Merci. Une très belle mise au point de Noël Itchani par rapport à ces projets de loi qui est d'ailleurs contesté par la population congolaise, pour ne pas dire par des militants de l'UDPS, et comme certaines bouches sont en train de l'insinuer. Alors c'est qu'il faudrait retenir que Jean-Marie Kassamba ne fait pas partie du Parlement. Il n'est que journaliste et qui fait bien son travail en tant que journaliste. Donc il n'y a pas lieu ici de se prendre à ces messieurs, une des grandes figures de la presse congolaise. Alors c'est ce que vient de dire aussi le docteur Noël Itchani. Alors, puisque vous venez d'évoquer la situation qui laisse à désirer au niveau du Parlement, est-ce que cette proposition de loi a sa raison d'être, puisque vous venez de dire, vous demandez à Jeannie Mabunda de lever cette proposition, d'enlever, disons, cette proposition selon laquelle de procéder à la nouvelle loi pouvant protéger, disons ça comme ça, pouvant contester et plutôt protéger les coupables, disons ça comme ça, parce que c'est aussi l'une des causes qui a fait en sorte que les militants puissent descendre sur le terrain et faire preuve de ces actes de barbarie. Alors pour aller encore plus loin, qu'est-ce que vous allez demander aussi aux élus, aux députés nationaux qui réfléchissent de la sorte alors que cette réflexion n'a pas sa raison d'être? Il faut, vous savez, quand on veut parler des projets de loi, il faut qu'on sache quel est le meilleur moment de parler de telle loi ou de modifier telle ou telle disposition de loi existante. Nous sommes tous, en tant que peuple congolais, en train de réclamer l'avènement de ce que j'appelle donc un état de droit fonctionnel. Exact. Et pour la première fois dans l'histoire de la RDC depuis 1960, nous avons assisté à un procès public. Procès d'un haut responsable de l'État congolais au niveau du directeur du cabinet du chef de l'État qui a été attrapé avec les mains dans les caisses, qu'on a amené au tribunal. On a jugé pour corruption, détournement de fonds publics, conflit d'intérêts, et qu'on a trouvé coupable, qui a été condamné. Je crois que c'est un message très fort, non pas simplement pour nous en tant que peuple congolais, mais également pour la RDC, vu du point de vue des bailleurs de fonds extérieurs. Pourquoi? Parce que les gens ont toujours considéré que ce qui fait défaut dans notre pays, c'est la gouvernance. Nous avons beaucoup de ressources qu'on peut dégager à l'intérieur du pays, mais ces ressources ne vont pas dans les caisses de l'État, ça va dans des poches des privés, c'est volé, c'est détourné. On vient de vivre donc un cas où le directeur du cabinet a été accusé de corruption, de détournement, on l'a trouvé coupable, on l'a condamné. Maintenant, je pense qu'il y a des intouchables dans ce pays qui ont toujours volé ces ressources publiques et qui sentent que aujourd'hui, un jour, ils seront aussi interpellés. Un jour, ils seront interpellés. Et par conséquent, on voudrait freiner l'élan de cette mise en place de l'état de droit fonctionnel. Freiner l'élan comment? En enlevant aux magistrats la liberté d'action, l'indépendance, en les mettant sous le contrôle du ministre de la Justice. Qui s'est fait d'ailleurs. Et quelles sont des conséquences en obtempérant à cette façon de voir les choses, à cette chose? C'est que les magistrats devront rendre compte au ministre de la Justice, et le ministre de la Justice aura même le pouvoir à tout moment, quand on a interpellé quelqu'un, de pouvoir dire cette personne... Et surtout qu'il fait partie du Front commun pour les Congo. Il fait partie du Front commun pour le Congo. Donc je crois que nos collègues du Front commun n'ont pas bien réfléchi. Je crois que le timing n'est pas bon et il faut abandonner ces projets de loi-là. Nous voulons garder
la séparation des pouvoirs, la séparation entre le judiciaire, l'exécutif et le législatif. Nous voulons l'indépendance de la magistrature, nous voulons l'indépendance de la justice et nous ne voulons pas qu'il y ait donc des immixtions de la part du ministre de la Justice dans le fonctionnement de la justice, donc comme on le souhaite. Donc, je demande purement et simplement à Mme Mabunda, à M. Tambwe Mwamba, de faire œuvre utile et de comprendre que si cette histoire continue, il y aura plus de manifestations que ce qu'on a vu. Il y aura plus de cas que ce que nous avons vu et par conséquent, personne n'a intérêt à ce que le pays soit déstabilisé et que nous puissions vivre une situation d'insécurité accrue. Je demande donc au Parlement de pouvoir retirer purement et simplement ces trois projets de loi. Ces trois projets de loi, déjà, là, c'est à leur détriment, si on peut le dire, mais en faveur aussi, en fait, de la coalition, par exemple, du cash. Seulement si on enlève cette mesure, alors comment expliquez-vous ces paradoxes si vous demandez à Janine Mabunda d'enlever ces trois propositions de loi? Le paradoxe, non, il n'y a pas de paradoxe. Moi, je dis que les parlementaires ou les députés nationaux sont supposés représenter le peuple congolais. On les a envoyés à l'Assemblée nationale et ils sont payés beaucoup d'argent là-bas pour faire des lois qui représentent le peuple congolais, qui défendent les intérêts du peuple congolais. Mais si le peuple vous dit que nous ne sommes pas d'accord avec les projets de loi que vous êtes en train de proposer pour nous, vous représentez qui finalement? Donc les parlementaires ne sont pas là, ne sont pas donc des électrons libres. Donc ils sont supposés avoir une base. La base vous dit non. Donc suivez la base, écoutez la base, abandonnez ces projets de loi parce que la base estime que ce n'est pas ça qu'il nous faut. Alors pourquoi cette léthargie de l'autorité morale? Quand je dis l'autorité morale, j'ai fait allusion au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après plusieurs manifestations à l'Assemblée nationale, jusqu'à-là aucune réaction de sa part. Qu'en est-il au juste? Puisqu'il est les garants de la nation, conformément à la Constitution, à l'article 69. Je crois que le président de la République, je ne suis pas son porte-parole ici. Donc le président de la République, il a des gens qui parlent pour lui. Mais jugeant de l'extérieur en tant qu'une personnalité indépendante, je peux dire que quand vous voulez que l'état de droit fonctionne, il ne faut pas que vous soyez trop présent. Il faut que le pays fonctionne d'après les lois, d'après les institutions. Mais s'il y a des gens meurent, à tout moment il y a des troubles, des violences, un comportement qui laisse à désirer, alors quelle sera sa réaction par rapport à ça? Il va juste observer la situation? Non. Même si on voit les gens mourir? Non, il ne doit pas observer. Il est le garant de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Si les choses déraillent, il faut que le président intervienne, s'adresse à la nation, prenne des dispositions. Mais je dirais aussi que je sens l'absence purement et simplement du gouvernement. Le Premier ministre, il est où? C'est un Premier ministre FCC qui a un gouvernement pléthorique de 67 ministres et il passe son temps comment? Quand il y a donc des questions de ce genre-là, il faut qu'on entende le Premier ministre. Il faut qu'il s'adresse aussi à la nation. Il faut qu'il fasse des conférences de presse. Donc, je ne sens pas la présence du gouvernement ici. Alors, moi, je considère que les institutions... Vous ne sentez pas la présence du gouvernement ici, mais aussi du président de la République? Quand je dis du gouvernement, je ne sens pas la présence de l'exécutif. Mais le président de la République n'est pas supposé gérer le quotidien. C'est le Premier ministre qui est supposé gérer le quotidien. Mais il donne une vision, sur le gouvernement de l'exécutif. Sa vision, tout le monde sait, la vision du président de la République, c'est qu'on doit avoir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, alors pourquoi ne pas les interpeller? Bon, je ne connais pas ce qu'il a fait depuis que ces événements ont commencé. C'est très possible qu'il ait pris le téléphone, qu'il ait parlé avec le Premier ministre, qu'il ait eu des réunions par vidéoconférence ou face à face. Et si c'est là, ça persiste, quelle sera votre réaction? Non, moi, je considère que nous devons rétablir un climat de paix et de sérénité sur l'ensemble du territoire national. Nous ne voulons pas qu'il y ait des ordres. Nous avons constaté que depuis hier, à cause de ces projets de loi, il y a une agitation au sein de la population. Moi, personnellement, en tant qu'acteur politique, je fais appel à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat. Je leur demande de pouvoir retirer purement et simplement ces projets de loi. On n'en a pas besoin pour l'instant. C'est ça que je fais comme appel. Maintenant, le chef de l'État, je suis sûr qu'il utilise des moyens beaucoup plus costauds que ce que moi je peux faire. Simplement, il lance un message. Je suis sûr qu'il a dû appeler donc les autres institutions pour leur dire, pour les ramener à l'ordre. Parce qu'on ne peut pas laisser la situation actuelle
continuer comme ça. Alors, au regard de cette problématique, peut-on dire qu'il y a lieu ici de recourir à la réorganisation du système politique? Moi, j'ai toujours prôné qu'il faut revoir le système politique congolais. Le système que nous avons aujourd'hui ne permet pas le développement du pays comme on le souhaite. Nous avons 777 partis regroupements politiques. 700 partis regroupements politiques. Pourquoi faire? Ça nous fait perdre du temps, ça coûte beaucoup d'argent et on ne peut pas avoir une vision claire du développement du pays parce que les gens ne peuvent jamais parler le même langage. Moi, je proposais qu'on puisse réorganiser la vie politique autour de 3 ou 4 regroupements politiques maximum. Un, on a le FCC et le CACH qui sont déjà dans un mariage et s'ils s'aiment tellement et qu'ils vivent ensemble très bien, ils n'ont qu'à former un seul regroupement politique, FCC-CACH. Maintenant, en dehors d'eux, on a un nouveau regroupement politique composé des gens qui sont propres, intègres, qui n'ont jamais participé à la mauvaise gouvernance du passé. Ça s'appelle la force du changement que je représente. Est-ce que... Maintenant, il y a un troisième regroupement politique composé des gens autour de Martin Fayoulou qui constitue donc le groupe Lamouka. Si nous avons ces 3 regroupements politiques-là, je crois qu'il sera plus facile aux Congolais d'adhérer à telle ou telle vision. Mais si le FCC et le CACH ne peuvent pas se mettre ensemble, même s'ils sont dans un mariage, en ce moment-là, on peut avoir un regroupement politique qui s'appelle le FCC autour de l'ancien président Joseph Kabila et ses copains. On peut avoir un autre regroupement politique, le CACH, autour du président de la République, l'UDPS, l'UNC et ce qui reste donc de ce groupe-là. Et maintenant, la force du changement que nous incarnons et finalement le groupe Lamouka. Maintenant, tous les autres partis politiques peuvent choisir d'adhérer à tel ou tel parti. Je pense qu'on aura une bonne discussion au niveau donc des projets de loi, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de toutes les institutions. Et je crois que notre démocratie pourrait être améliorée. Alors, en regardant cette situation, Noël Tchani, en ce qui concerne la coalition FCC-CACH, peut-on dire qu'aujourd'hui, s'il y a rupture, qu'est-ce qui en sera bénéficiaire? Parce que ça sent déjà l'heure aussi. On ne sait pas quel sens c'est voué. Et au regard de cette problématique, peut-on dire qu'il y a lieu ici de procéder à la rupture entre FCC et CACH? Vous savez, s'il y a rupture entre le FCC et le CACH, qui serait le bénéficiaire? Moi, je dirais que c'est le peuple congolais qui serait bénéficiaire. Parce que ça ne sert à rien d'être dans un mariage hypocrite. Un mariage où les choses ne marchent pas, mais on fait semblant que ça marche. Ça ne marche pas, il faut le reconnaître. Regardez le temps que ça prend pour rien que prendre une décision. Pour former le gouvernement, le FCC et le CACH ont mis 8 mois. Moi, si j'étais président de la République, j'aurais formé le gouvernement en 3 jours. Si ils devaient désigner ce qu'on appelle donc les mandataires de l'État. Depuis 1 an et demi, ils sont incapables de sortir la liste complète des nouveaux mandataires de l'État. Et quand on nous sort des mandataires de l'État, c'est la racaille qu'on nous a sorti. Ce sont les mêmes personnes que nous connaissons, qui sont blâmées pour la mauvaise gouvernance du passé, qui ont fait que ces entreprises publiques-là soient dans la situation catastrophique où nous sommes aujourd'hui, qui ont fait que le pays n'a pas... qui ont commis même des crimes économiques. Alors, ce sont ces gens-là qu'on nous redonne encore aujourd'hui. Je crois que cette coalition-là ne fonctionne pas dans l'intérêt du peuple congolais. Il faut qu'on envisage de pouvoir y mettre fin. Et s'ils peuvent divorcer aujourd'hui, le bénéficiaire serait le peuple congolais. Voilà, là c'était la question de savoir si aujourd'hui il y a rupture entre FCC et CACH et qui en sera bénéficiaire. La réponse du docteur Noël Tchani, c'est le peuple congolais qui en sera bénéficiaire. Vous le suivez de partout et c'est à vous de juger. Alors, cette fois-ci, nous allons parler en ce qui concerne la condamnation de Vitali Kamere. Aujourd'hui, beaucoup de monde en parle parce que c'est une chose qu'on ne pouvait pas s'y attendre. Mais aujourd'hui, ce qu'on trouvait peut-être de la farce, aujourd'hui c'est la réalité. Docteur Noël Tchani, comment avez-vous aperçu le procès des 100 jours et mais aussi la condamnation de Vitali Kamere? Je voudrais dire que j'étais fier de voir que dans notre pays, la justice pouvait faire son travail comme il se doit, de façon expéditive, mais de façon très rigoureuse
et de façon transparente. La retransmission en direct de ce procès nous a permis tous de suivre en direct et de voir que font les juges, que disent les avocats de chaque partie, ceux qui représentent la République, ceux qui représentent la défense, quels sont les arguments. Et chacun de nous s'est formé une opinion, un avis. Si bien que la décision du juge, moi je l'avais prédit. J'avais prédit cela en écoutant la situation. Je me suis dit, mais ici là, c'est pas possible que M. Kamere et M. Djamal puissent s'en sortir. Pourquoi? Parce que même s'ils n'ont pas pu prendre l'argent, mettre dans leurs mains, dans les mains du directeur du cabinet directement, il y a eu des personnes autour qui ont bénéficié donc du système mis en place par Vital Kamere, ce qu'on appelle un détournement intellectuel. Aux États-Unis, pour nous qui avons étudié là-bas, qui avons travaillé dans le Wall Street, il y a ce qu'on appelle inside trading, c'est-à-dire les conflits d'intérêts opérés par les gens à partir de l'intérieur, qui créent des conditions pour que soit leurs membres de la famille, soit leurs associés puissent bénéficier donc d'un système, pendant qu'eux, ils paraissent avoir des mains propres. Donc c'est ça le système du détournement qui a été mise en place ici par Vital Kamere. Et vous saluez la perspicacité légendaire de la justice congolaise. Je voudrais saluer, et je ne savais pas qu'on avait de telles compétences, et je voudrais saluer par exemple particulièrement les avocats de la République, le bâtonnier Koko Kayoudi, maître Quoi, maître Kalouba Djibois. Exact. Ils ont fait un travail extraordinaire. Je voudrais saluer le professionnalisme du ministère public. Je voudrais saluer le professionnalisme de cette greffière-là, qui nous a tenus en haleine pendant 3 heures. Qui nous a endormis, là. Non, elle ne nous a pas endormis, elle a fait son travail correctement. Et je voudrais saluer dans la partie représentant les accusés, je voudrais saluer le professionnalisme d'une personne qui m'a impressionné. Cette jeune dame-là, Madame Odia, je ne connais pas son prénom, qui représentait Monsieur Djamal, first class. Elle défendait un cas indéfendable, mais elle s'est débattue comme elle pouvait pour défendre. Et donc elle était à la hauteur de sa tâche. Elle était à la hauteur de sa tâche. Je déplore le fait que les avocats de Kamere aient perdu beaucoup de temps à aller dans l'accessoire en évitant de pouvoir confronter la réalité. Donc Kamere est un véritable voleur. Bon, je ne veux pas... moi, je pense que la justice est prononcée. Nous nous tenons à ce que la justice a prononcé. Ce n'est pas à moi de dire qu'il était voleur, qu'il n'était pas voleur. La justice a déterminé qu'il a détourné et qu'il a été corrompu. Donc, on l'a condamné à 20 ans de travaux forcés à cause de ça. Et nous respectons ce jugement rendu par la justice congolaise. Alors, comment analysez-vous cette pensée? La condamnation de Vital Kamere sur un élan de lueur d'espoir pour une justice qui s'est dit équitable en République démocratique du Congo, mais aussi sur les continents africains. Comment analysez-vous cette pensée? Moi, je dirais que cette condamnation ouvre une lueur d'espoir. Oui. Surtout pour un pays comme la RDC. Vous savez que notre pays est un scandale géologique. Nous avons beaucoup de ressources naturelles. Mais vous avez vu le budget national que nous avons? Nous avons un budget qui tourne autour de 4-5 milliards de dollars, même si on a dû nous donner un budget tout récemment de 11,8 milliards de dollars que les gens trouvaient que c'était irréaliste. Pourquoi nous avons un si petit budget alors qu'un pays comme le Nigeria a un budget de 581 milliards de dollars. Nous sommes les damnés de la terre, les tout derniers. Pourquoi? Parce que à cause de la corruption et du détournement des fonds publics. Professeur Lozolo Bambi l'a toujours dit, il avait préparé un très bon rapport où il a estimé que chaque année, la RDC perdait de 10 à 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale et de détournement des fonds publics. Le président Thabo Mbeki d'Afrique du Sud avait conduit ici une mission du panel des experts africains. À la fin de la mission, il a estimé que 85% des revenus des ressources naturelles de la RDC ne vont pas dans le budget national, ça va dans des poches de privés. Donc tout l'argent public est volé par des gens. Et ce procès a démontré que les mécanismes de détournement, nous a démontré déjà que l'administration publique congolaise fonctionnait avec beaucoup de défaillances. Quel est ce pays-là où, sans contrat, un individu peut juste aller dans tous les bureaux des ministères et se faire payer 57 millions de dollars, où le directeur de cabinet prend le téléphone, il est en partenariat avec un individu et il appelle le ministre des Finances et lui dit vous devez payer. Et le ministre des Finances appelle le gouverneur de la Banque centrale, il lui dit vous devez payer. Cacophonie entre eux. Cacophonie entre eux et ils arrivent à sortir donc les fonds de l'État. Mais c'est très grave. Donc, moi je crois que ce procès a démontré clairement que notre pays, les maladies dont souffre notre pays peuvent être soignées
si nous sommes sérieux. Exact. Et la seule façon de soigner ces maladies-là, c'est d'avoir un état de droit fonctionnel. Tous ceux qui mettent une justice les mains équitable. dans les caisses, une justice équitable, tous ceux qui mettent les mains dans les caisses de l'État, qu'ils connaissent le même sort que M. Vital Kamerhe. Donc, et non seulement à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont gérer doivent être tenus à respecter donc les lois, mais moi j'irai très loin. Je demanderai aux autorités compétentes, au président de la République, à la justice, de fouiner dans le passé. Exact. Et de fouiner pas simplement pour une semaine, pas simplement pas pendant 18 ans, de fouiner depuis 1960. Tout celui qui a mis les mains dans les caisses de l'État doit être amené devant la barre, il doit se justifier, et si l'on le trouve coupable. Est-ce que cette démarche sera-t-elle amorcée par Félix Tshisekedi, parce que l'on se souvient lors de son accession, lors de son accession à la magistrature suprême, il n'avait pas fait mention quand même, vous reconnaissez très bien son discours à la nation étant réunie en congrès des chambres du Parlement. Il n'avait pas fait mention la politique, elle est de fouiner dans les passés. Parce qu'il n'est pas là pour faire comme il se comporte comme un bras de fer, de règlement des comptes. Mais au nom de la continuité de l'État, c'est là peut se faire. Mais malheureusement, Félix Tshisekedi n'en avait pas fait mention. La politique, elle est évolutive. Dans le sens que tout ce que Félix Antoine Tshisekedi doit faire en tant que président de la République, ce n'est pas simplement ce qu'il avait dit dans son discours. Son discours n'est pas la parole de la Bible. Il a donné des grandes orientations. Il a dit qu'il allait respecter l'état de droit, mettre en place l'état de droit. Ça résume tout. Ça résume tout dans la mesure où, aujourd'hui, après qu'on ait vu le procès de Kamerhe, le peuple est en train de réclamer plus d'état de droit. Et quand le peuple réclame, il faut que le président de la République, élu démocratiquement, dans un état de droit, réponde favorablement donc à la demande populaire. Et la demande populaire, c'est qu'on puisse fouiner dans le passé. Qu'on regarde donc qui a fait quoi, qu'on juge, qu'on détermine la responsabilité. Il y a des gens qui sont innocents, et ceux qui sont innocents, ils sont libérés, ils sont blanchis, et ceux qui ne sont pas innocents, qu'ils remettent ce qu'ils avaient détourné de la part de l'État. Au nom de l'accord signé entre FCC Cash, vous croyez que ça sera vraiment possible? Il y a un seul document qui lie le peuple congolais à ses dirigeants. Ce document-là, ça s'appelle la Constitution de la République. Le peuple ne connaît pas l'accord FCC-CACH. Ici, on ne parle pas de la Constitution, mais on parle de l'accord signé entre FCC-CACH. Moi, qui vous parle en tant que Congolais, je n'ai jamais vu l'accord entre le FCC et le CACH, donc ça ne m'engage pas. Je ne peux pas être engagé par quelque chose que je ne connais pas. Le peuple congolais se met exactement dans la même situation que moi. Le peuple congolais connaît la Constitution. Il faut aller au journal officiel, demander au journal officiel qu'on vous donne la copie de la Constitution de la République, vous avez votre copie. Mais si vous allez au journal officiel et demandez maintenant l'accord FCC-CACH, ils n'ont pas d'accord FCC-CACH. Donc comment est-ce que nous pouvons être tenus de respecter un accord que nous ne connaissons pas? Donc cette histoire-là, c'est entre le président Félix Tshisekedi et son copain donc de Kinkakati. Ça ne nous engage pas du tout. Merci. Belle mise au point du docteur Noël Tchani. Alors, toujours dans la même optique, il y a certaines bouches qui sont en train de dire que Félix Tshisekedi abandonne les siens, alors que du côté du Front commun pour les Congos, on prend bien soin de leur. On ne sait pas quel sien s'est voué et comment expliquez-vous ces paradoxes? C'est parce que Jean-Marc Abound est destitué de son poste de premier président de l'Assemblée nationale et aujourd'hui on lui a appris des forces. Vital Kamerhe, celui qu'on appelait coach, aujourd'hui peut-on dire que Félix Tshisekedi est abandonné à son triste sort? Au lieu de dire que Félix Tshisekedi est abandonné à son triste sort, je dirais même qu'il est peut-être en avance par rapport à l'autre camp. C'est-à-dire qu'il y a un état de droit et il veut que cet état de droit fonctionne. Et il démontre très clairement qu'il ne va pas entrer à faire les entraves au système de justice pour protéger qui que ce soit. Il faut maintenant que l'autre camp qui est habitué au système d'intouchable, où quand vous voulez toucher Albert Yuma, on vous dit non, vous ne pouvez pas toucher Albert Yuma. Vous voulez toucher donc à tel, on vous dit non, vous ne pouvez pas toucher. Mais finalement, dans un état de droit, tout le monde doit répondre de ses actes. Le président de la République a compris cela, n'est pas prêt à pouvoir protéger qui que ce soit. Si vous ne faites pas votre travail, vous mettez les mains dans les caisses de l'État. Combien de cas d'encore moins de membres du Front commun pour les Congos sont poursuivis en justice et aujourd'hui sont condamnés? Si c'est né du côté du CACH, on voit Jean-Marc, on voit Vital Kamerhe et tant d'autres. Mais moi, je pense que ça ne fait que commencer. Et d'ailleurs, c'est très bien que cela ait commencé dans le cas du président de la République.
parce qu'il montre bien qu'il ne va pas intervenir pour protéger qui que ce soit. Maintenant, il faut que les gens du Front commun comprennent aussi donc cette leçon-là et qu'ils arrêtent de pouvoir interférer avec les processus de justice. Est-ce que ce n'est pas l'accord là qui lui sert au coup là? Mais l'accord, moi je pense que s'il y a accord, dans cet accord, on ne dit pas qu'on ne doit pas fouiner contre les gens du FCC. Si l'accord donc est là, ça doit être applicable à tout le monde, du FCC tout comme du cash. Mais jusque-là, les gens du président, si je peux dire, les gens qui sont donc avec le président, ils ont été livrés à la rigueur de la loi. Vous connaissez au moins la situation avec Alexis Thambwe Mwamba, président du Sénat. Aujourd'hui, on n'en parle presque pas. Qu'en est-il au juste? Alors qu'il fait aussi du Front commun pour les Congos, qu'il fait partie du Front commun pour le Congo. La situation, c'est-à-dire le conflit qu'il a eu avec la dame, avec Mme Goya. Exactement. Bon, je ne connais pas les détails de là où ils sont maintenant. Mais moi, j'ai demandé... Mais on n'en parle presque pas. Oui, non, j'ai demandé et je demande encore qu'on ne puisse pas faire obstruction à la justice. Si Alexis Thambwe Mwamba a été mis en cause pour avoir été, si je peux dire... pour manquer du respect. Manquer du respect, non seulement à la sénatrice, mais manquer du respect à la femme congolaise. Exact. Et c'est montrer indigne d'être président de l'Assemblée nationale. Il faut qu'on suive les règles et procédures, le règlement intérieur, pour arriver à le tenir responsable de ses actes. Et je veux que cette histoire-là ne puisse pas être jetée dans les oubliettes. Je suis sûr qu'il y a des gens quelque part qui travaillent là-dessus. Et je voudrais que ça puisse aller... Et quelle attitude adopter du côté de Félix Tshisekedi au regard de cette problématique? Encore une fois, je disais tout à l'heure que le président de la République, je commence à bien le connaître maintenant. Et le peu que je connais, c'est qu'il donne l'impression de ne pas s'intéresser à certaines questions, mais il laisse le processus se dérouler normalement. Dans un état de droit, il ne faut pas que le président soit là à prendre le téléphone pour dire aujourd'hui, vous allez demander à Alexis Thambwe Mwamba de quitter donc ses fonctions. Et je mets la machine en marche pour qu'on puisse faire tout pour qu'il puisse partir. Non. S'il y a des enquêtes à mener, il y a des organes compétents pour ça. Que ces organes fassent leur travail. Le président de la République, comme tout le monde observe, il ne va pas intervenir dans un sens tout comme dans l'autre. Dans le sens de pouvoir tuyoter les gens contre un individu, tout comme dans le sens de pouvoir tuyoter les gens en faveur d'un individu. Tant que le processus fonctionne, je crois que le président de la République fait normalement son travail dans ces conditions-là. Merci. Je crois bien nous allons devoir nous séparer avec ces tout derniers sujets. Celui de la commémoration de la monnaie nationale, le franc congolais. 1997-2020, ça fait exactement 22 ans. Professeur Noël Tchani, vous êtes aussi expert en économie. On peut dire ainsi avec la création de la monnaie nationale. Aujourd'hui, nous sommes, il est à 22 ans, son anniversaire, disons ça comme ça. Alors, quelles sont de perspectives d'avenir au-delà de la dépréciation monétaire? Oui, je voudrais tout d'abord signaler que je suis l'un des concepteurs du franc congolais. Exact. Lorsque le président Mzee Laurent Désiré Kabila devenait président de la République, j'étais l'une des premières personnes qu'il avait appelées. J'étais confortablement installé dans mes fonctions à la Banque mondiale à Washington. Il avait demandé que je vienne en toute urgence. Et quand je suis venu, j'étais peut-être le premier Congolais à qui il avait parlé. Là, vous étiez tout jeune, là. Je suis toujours jeune jusqu'à présent, vous savez. Oui, il avait demandé, il m'avait dit qu'il ne voulait plus voir la monnaie là. C'était le Zaïre. Et il avait raison. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie qui ne valait rien, qui ne conservait pas le pouvoir d'achat pour nos compatriotes. Et il était bien intentionné. Il m'avait dit, nous devons remplacer cette monnaie par une monnaie qui sera aussi bonne que le dollar et l'euro. Il m'avait même rappelé qu'il y a eu un moment où un Zaïre valait 2 $. Nous voulons avoir une monnaie de ce genre-là, qui reflète la grandeur de la République démocratique du Congo en tant que pays. Et il m'avait demandé d'aller à la Banque centrale et de mettre en place une commission de réforme. On avait mis en place une commission de réforme de la monnaie, une commission de réforme de la dette, parce qu'il y avait beaucoup d'arriérés de la dette par rapport aux créanciers extérieurs, aux créanciers intérieurs, aux créanciers bilatéraux et multilatéraux. Et on a mis en place donc ces deux commissions de réforme de la monnaie. Moi, j'étais dans la commission de la monnaie et j'ai co-présidé les travaux dans cette commission avec l'ancien vice-gouverneur de la Banque centrale,
à M. Kikata. Parce que le gouverneur, à l'époque, avait pris fuite. C'était Ndiamboleka qui avait pris fuite, qui était à l'étranger. Donc, nous avons co-présidé la commission de réforme de la monnaie. Nous avons conçu le franc congolais. Et je me rappelle, dans cette commission-là, ma contribution a été à deux niveaux. La première, c'est moi qui avais convaincu le chef de l'État parce que personne d'autre dans la commission ne voulait donc affronter le chef de l'État pour lui en parler. J'avais convaincu le chef de l'État qu'il ne puisse pas mettre ses photos sur les billets de banque. C'est comme ça que nous avons le franc congolais qui n'a pas la photo du chef de l'État. C'est la première contribution que j'avais. La deuxième contribution que j'ai dû faire était de convaincre le chef de l'État à sortir du conseil d'administration de la Banque centrale tous les membres du gouvernement. On les avait sortis. Il y avait les Pierre-Victor Mpoyo, les Mampanga Monananga, les Badimani Mulumba, les Thomas Kanza, tous ces gens-là. Il y avait sur 12 membres du conseil d'administration, 7 étaient des ministres. Je l'avais convaincu à les sortir donc dès là. Et c'était une tâche difficile parce qu'il fallait confronter le chef de l'État, entouré donc de ces ministres-là, et lui faire comprendre, je veux que tous ces gens quittent la Banque centrale parce que pour des questions d'indépendance de la banque, on ne peut pas avoir des membres du gouvernement qui sont dedans. Et on a conçu la monnaie. C'est moi qui ai annoncé la conception réussie de la monnaie à l'hôtel de monnaie, là, devant la presse locale et internationale. Et aujourd'hui, on vous reconnaît plus. Et la sélection des firmes pour imprimer donc les billets de banque. Et la subdivision même de la monnaie, c'est-à-dire de 1 franc, de 1 cent plutôt, jusqu'à 100 francs. Le plus grand billet était donc de 100 francs congolais. Et ce plus grand billet de 100 francs congolais était l'équivalent, 1 franc congolais était l'équivalent de 72 cents d'un dollar. Okay. Donc, en d'autres termes, 1 dollar est égal à 1,3 francs congolais. Aujourd'hui, la monnaie a complètement raté. Elle a raté parce que nous avons connu sur une période donc de 22 ans un taux de dépréciation monétaire de 150 000%. Aujourd'hui, 1 dollar achète 1950 francs congolais, alors qu'à l'époque, 1 dollar achetait simplement 1,3 francs congolais. Nous avons échoué en tant que pays. Pourquoi est-ce que nous avons échoué? Combinaison de facteurs. Un, nous avons connu une situation d'instabilité politique. Avec toutes ces guerres à répétition, là, aussitôt qu'on a lancé le franc congolais, il y a eu des attaques des Rwandais contre la RDC consort. Deux, nous avons manqué à des bonnes politiques économiques qui étaient orientées pro-croissance en quelque sorte, attirer des investissements. On a lancé un message et on faisait le contraire de ce qu'il fallait faire. Trois, on a manqué la discipline budgétaire. Le Congo a connu une période donc de indiscipline budgétaire qui fait qu'on dépense toujours plus d'argent que ce qu'on a dans la caisse. Conséquence, on doit recourir à ce que j'appelle la planche à billets pour imprimer les francs congolais en quantité tellement grande que des paires de dollars qui sont disponibles, on finit par avoir des taux d'échange qui exigent que 1 dollar demande plus de francs congolais pour l'échange. Et trois, la Banque centrale a été mal gérée. Je peux dire que dès le départ, quand on a nommé le gouverneur Massangou, ce n'était pas la personne la mieux qualifiée de la République pour diriger la Banque centrale. C'était un ingénieur mécanicien qui a fait simplement une année de MBA aux États-Unis. Ce n'était pas suffisant pour conduire la politique monétaire. Et il a fait le contraire de ce qu'il fallait. Il a pris la Banque centrale, au lieu qu'elle soit autonome et indépendante, il l'a mise donc sous les pieds de Kabila père et de Kabila fils. Il a violé l'indépendance de la Banque centrale au grand jour. La gouvernance de la banque à l'intérieur de l'institution a été tellement mauvaise qu'il a même fini par vendre les bâtiments de la banque, les immeubles de la banque. Il a tout vendu et on ne sait pas où est parti donc cet argent-là. Il y a eu des rapports de commission parlementaire sur cette question. Et on n'a jamais expliqué au peuple congolais où est parti l'argent qui provenait de la vente donc, de ces immeubles-là par la Banque centrale. Donc la gouvernance de la banque a été mauvaise. Maintenant, les missions essentielles de la Banque centrale ont été abandonnées. Au lieu de gérer, de concevoir et de mettre en œuvre la politique monétaire, ayant l'objectif de stabilité des prix, qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé la dollarisation. Les taux d'inflation étaient tellement grands, étaient tellement élevés, que le pouvoir d'achat de la population à travers la monnaie nationale était tellement réduit, les gens devaient se réfugier derrière l'usage du dollar, d'où la dollarisation. On est parti d'une zone de 4 zones monétaires pendant le Zaïre, la période du Zaïre monnaie. On a unifié donc les zones monétaires avec l'introduction du franc congolais et aujourd'hui on est retourné à la multiplicité des zones monétaires. Exact. Parce qu'en RDC, vous trouverez, il y a des endroits où on utilise des billets de 5 000 francs congolais. À Kinshasa, je pense qu'on refuse donc ce billet-là.
Mais au-delà de cela, on utilise le dollar, on utilise l'euro, le franc CFA, le kwacha zambien, le kwanza. Donc la monnaie congolaise n'a pas de valeur. La monnaie congolaise n'a pas de valeur. Nous avons donc échoué sur le plan de la gestion monétaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons faire exactement le contraire de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Un, nous devons avoir au niveau du pays la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. C'est pour ça que je soutiens les efforts du chef de l'État pour remettre de l'ordre à l'est de la République. Exact. Deux, nous devons avoir au niveau du gouvernement une bonne politique économique et budgétaire. Que le gouvernement apprenne à respecter le budget. Quand on vote un budget, on vit à l'intérieur de ce budget-là. On ne dépense pas de l'argent n'importe comment en faisant pression sur la Banque centrale pour financer donc le déficit. Trois, il faut qu'il y ait un changement au niveau de la Banque centrale. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les autorités de la banque ont tellement perdu, non pas simplement du point de vue de crédibilité, mais ils ont montré qu'il n'y a pas de vision pour la gestion de cette institution monétaire-là. Alors, on ne peut pas s'attendre de ces autorités si aujourd'hui le gouverneur de la Banque centrale, Mutombo de Ogratias, se réveille un matin, passe à la télévision et dit au peuple congolais, vous savez quoi? La dollarisation, elle est mauvaise, on doit y mettre fin, on doit rétablir donc le franc congolais comme étant la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Les gens vont dire, mais il est fou, mais il vient d'où? Depuis longtemps, il vivait avec la dollarisation et qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui? Donc ils ont perdu crédibilité, ils ne peuvent plus reprendre le contrôle de la banque. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est saisir l'occasion aujourd'hui de l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi comme étant nouveau président de la République. Changer le leadership de la Banque centrale, non seulement le gouverneur, le vice-gouverneur, tous les membres du conseil d'administration et recommencer à zéro. Écoutez, pour gérer le Congo différemment. Il y a une question qui m'est arrivée à l'esprit, c'est celle de savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait dépréciation du franc congolais? Justement, je disais tout à l'heure... Certes, il y a une crise latente qui s'abat, une crise économique qui s'abat sur le pays. Alors vous, s'il faut remédier à cela, que diriez-vous? Pour me résumer, je disais tous les éléments que je venais de mentionner tout à l'heure font que la monnaie perd de valeur. Instabilité politique, manque de politique économique et budgétaire crédible, manque de politique monétaire donc cohérente, mais au-delà de ça... Et quelles sont des solutions palliatives? Des solutions palliatives quand on sait... Recours continu à la planche à billets. C'est-à-dire que le gouvernement vit au-delà de ses moyens. Je donne l'exemple. À la fin du mois d'avril 2020, le gouvernement avait prédit d'avoir un excédent budgétaire de 34 milliards de francs congolais. À la place d'avoir un excédent budgétaire, ils ont dépensé tellement trop d'argent qu'ils ont réalisé un déficit budgétaire de 620 milliards de francs congolais. Au lieu donc de 34 milliards d'excédent, ils ont dépensé 620 milliards de francs congolais de déficit. Maintenant, quand vous dépensez trop d'argent par rapport à ce que vous avez prévu, il faut trouver cet argent quelque part. Et on le trouve où? En demandant à la Banque centrale, d'allumer sa machine-là, qu'on appelle donc l'hôtel de monnaie, d'imprimer des billets, mais vous imprimez des billets qui ne sont pas soutenus par des réserves d'échange, qui ne sont pas soutenus par la monnaie. Par conséquent, vous imprimez des billets qui ne valent rien. C'est ça qui déprécie donc la monnaie davantage. Et quelles sont des solutions, des solutions palliatives quant à ça? Je venais de dire tout à l'heure, il faut rétablir la paix et la sécurité. Il faut que le gouvernement ait une bonne politique économique et budgétaire responsable, qu'on ne puisse pas dépenser l'argent n'importe comment. Il faut que la Banque centrale conduise la politique monétaire de façon responsable, de façon à être à mesure de dire non aux politiciens quand ils vous demandent d'imprimer de l'argent n'importe comment. Vous leur dites, comme dans le cas des caméras ici, on vous demande de payer les maisons préfabriquées, vous dites vous n'avez pas d'argent, on vous dit utiliser les réserves d'échange. La Banque centrale doit être à mesure de dire à ces gens-là, non. On ne va pas utiliser les réserves d'échange, elles ne sont pas faites pour ça. Donc on n'a pas de moyens, vous devez attendre le mois prochain ou dans 2 mois ou dans 3 mois, quand on aura de l'argent dans les recettes normales du gouvernement, en ce moment-là on va payer les factures. Donc si vous faites ces choses-là et vous donnez à la Banque centrale la capacité de dire non aux politiciens, on aura une monnaie qui pourra se tenir debout aussi longtemps que l'économie d'une façon générale produit. C'est-à-dire qu'on ne dépend pas simplement des importations. Nous produisons localement donc les biens de consommation, l'agriculture, l'élevage, la pêche, on relance la production minière et on dégage le surplus que nous pouvons non seulement vendre à l'extérieur, mais gagner même des devises étrangères qui pourront venir renflouer donc les caisses de l'État. Vous venez tout à l'heure de dire, pour remédier à cet état des choses, il faut nécessairement
avoir la paix, la sécurité qu'on sort. Alors, face à la pandémie de la Covid-19, croyez-vous vraiment que cette démarche sera-t-elle favorable en République démocratique du Congo? J'ai peur que notre gouvernement soit en train d'aller dans tous les sens actuellement et qu'on n'a pas une idée claire de ce où on veut nous amener. Je voudrais déjà déplorer le manque de transparence dans la gestion des affaires de l'État aujourd'hui. J'ai entendu le gouvernement, le Premier ministre, par la bouche de M. Ilunga Ilunkamba, dire qu'il a alloué 10 millions de dollars à la lutte contre la pandémie. Mais entre-temps, Dr Mouyembe, qui dirige l'équipe de riposte, dit n'avoir reçu que 1,8 million de dollars. C'est quand même bizarre dans un pays où, d'un côté, ils sont dans la malversation. Dans la même ville, très clairement, il y a quelqu'un qui a pris de l'argent et on veut voir clair. Donc, on parle du procès des Camérés. Nous voudrons déjà que le procureur général de la République s'intéresse à ce cas ici et connaisse exactement qui dit vrai, qui ne dit pas vrai et qui a pris quoi. Et qu'on voit très clairement que la personne coupable sera tenue responsable de ces actes. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que la crise de la Covid-19 a fait en sorte que on nous a démontré les faiblesses de notre système de santé. Il n'y a aucun hôpital ici de qualité. Aucun hôpital digne de son nom. Tous les hôpitaux n'ont pas de lits, n'ont pas de respirateurs, n'ont pas de médicaments. Les médecins ne sont pas payés comme il faut. Prenons avantage de ça pour doter notre Congo maintenant d'une nouvelle vision de développement qui va résorber toutes ces défaillances que nous avons jusqu'à présent. C'est pour ça que moi j'ai pris l'avantage de cette période ici pour mettre à jour le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC pour qu'après Covid-19, nous soyons un pays plus fort que ce que nous avons connu avant Covid-19. Et le plan Marshall que je suis en train donc de promouvoir va être une véritable vision de développement pour nous sortir du sous-développement, en faire un pays émergent à l'espace de 15 ans, créant au passage des emplois pour tout le peuple congolais et surtout dotant le Congo des infrastructures qu'il faut dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, les routes, les nouvelles villes modernes et créer un Congo nouveau où il fait bon vivre partout par rapport à celui que nous avons jusqu'à présent, 60 ans après l'indépendance, un Congo qui a failli à sa mission. Merci, Dr Noël Tchani. Alors, justement, pour les 60 ans d'anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Justin. 60 ans après l'indépendance de la RDC, je pense que nous sommes un pays, nous venons de loin. Je peux dire que sur le plan du développement, nous avons échoué. Parce qu'avec toutes les ressources naturelles que nous avons, on pouvait offrir à notre population un meilleur niveau de vie que ce que nous avons aujourd'hui. Nous n'avons pas d'infrastructure qu'il faut. Moins de 10% de la population ont accès à l'eau potable, à l'électricité, aux services de télécommunications. Les provinces congolaises ne sont pas connectées entre elles-mêmes. Nous n'avons pas d'autoroute moderne, pas de route moderne, nous n'avons pas d'aéroport moderne. Nous manquons un peu de tout. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si nous prenons conscience de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et que nous adoptons cette nouvelle vision de développement que je préconise, le plan Marshall, le Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, nous en faisons notre Bible pour le développement et nous nous mettons au travail. Je suis convaincu que dans 15 ans, on pourrait offrir au peuple congolais un Congo beaucoup plus développé que celui que nous avons hérité jusqu'à présent. Voilà, là c'est la dernière parole du docteur Noël Tchani, un grand acteur politique de taille congolais, mais aussi dans de diverses facettes. Aujourd'hui, on l'a reçu comme étant en même temps politique et économique. Il a pu brosser quelques actualités de l'heure qui brillonnent en République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, ça n'est donc fini pour le magazine Autour du Plan. Restez avec nous sur Télé+. Merci. Merci.
Renouvellement de l'équipe dirigeante à la CENI versus réformes électorales. Quel est donc le point de vue du président du parti Unité des valeurs, Maître Michel Okongo, pourquoi pas aussi parler en ce qui concerne la controverse qui règne au sein de l'Assemblée nationale sur la proposition du projet de loi. Vous le savez, il y a tant d'épilogues, tant de questionnements par rapport à ça, et c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et salive. On en parle dans cette émission Club Plus avec Maître Michel Okongo, pourquoi pas n'est pas aussi faire une marche en arrière sur la condamnation de Vitali Kamere pour avoir détourné les deniers publics. Vous le savez, la République démocratique du Congo, c'est avec ses vrais chaudrons bouillonnants. En République démocratique du Congo, on ne sait pas à quel sens c'est voué. Tentative de réponse dans cette émission Club Plus. Déjà, Maître Michel Okongo est déjà sur les installations de Télé Plus, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, Lodi. Comment allez-vous? L'actualité vous oblige d'être là. Très bien, merci de m'avoir invité encore une fois. Merci. Voilà, je suis à votre disposition. Alors, comment avez-vous trouvé les installations des Télé Plus? Impeccable. Impeccable. L'autre fois, on était de l'autre côté, mais cette fois-ci, c'est vraiment impeccable. Coup de chapeau. Merci. Alors, d'entrée de jeu. Ça fait la fierté de notre pays. Exact. D'accord. D'entrée de jeu avec vous, Maître Michel Okongo. Vous le savez ce qui se passe dans notre pays. Avant d'apprendre le deuxième volet, j'aimerais d'abord, nous puissions commencer en ce qui concerne le renouvellement de l'équipe dirigeante à la CENI versus réformes électorales, parce que c'est là, on ne sait pas quel sens c'est voué. Alors, quel est le choix idéal pour cette institution de grande envergure comme la CENI dont justement nous sommes en train de parler ici? Merci pour la question. Je vais préciser une chose. Vous savez, la question de la CENI mérite qu'on y aborde avec beaucoup de sérieux, parce que d'autant plus que chat échaudé craint l'eau froide. Nous sommes passés par une séquence difficile avec Nanga. Nous savons tout ce que Nanga a fait de négatif dans cette institution d'appui à la démocratie. Donc nous ne voulons plus recommencer. C'est pourquoi je comprends les acteurs les uns les autres soient aujourd'hui très sérieux, très exigeants quant au choix de celui qui va remplacer Corneille Nanga. Et aussi toute l'équipe qui va se mettre en place, parce que la CENI, c'est toute une équipe. Alors on a proposé un nom, c'est Malonda, mais ça ne crée pas l'unanimité. Et vous comprenez que les uns et les autres, vous avez les confessions religieuses qui n'ont pas apprécié ces choix. Vous avez également une bonne partie des Congolais également qui n'apprécient pas ces choix-là, tout simplement parce qu'ils estiment que si Malonda a un pied sur le PPRD, donc le FCC, alors qu'ils doivent faire valoir sa neutralité, et c'est ce qu'on veut de lui.